swahili, dans toutes les 4 langues nationales. C'était pour moi une petite exhortation et je tiens à remercier tout le monde qui a accepté de répondre à l'invitation de la jeunesse, en commençant par les honorables députés sénateurs, les ministres honoraires, les mandataires publics, les secrétaires généraux adjoints, de répondre et de prendre part à cette activité. Nous vous disons merci. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Et je déclare ouvert cet atelier de réflexion de la Ligue des jeunes. Merci. Vous asseoir, chers amis. Toute attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous qui grincent les dents, très furieux, ça risque de remettre en cause tout ce que nous avons fait depuis le matin. Avant de clôturer, je demande à l'assistance d'applaudir pour tous les intervenants. Veuillez vous tenir debout, les grands professeurs, monsieur le président. Vous savez, transmettre la connaissance qu'on a à une tierce personne, ce n'est pas donné à tout le monde. Parler dans un auditoire comme ça. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un peut se tenir devant vous qui commence à raconter des histoires. Oui, moi j'ai déjà vécu ça. Mais pour ne pas vous retenir encore, vous avez déjà fait beaucoup de temps depuis le matin. Mon absence pendant les interventions de certains orateurs était voulue par moi-même, puisque je ne voulais pas influencer quelque chose avec ma présence dans la salle. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Je vous ai laissé l'opportunité de rester avec de grandes intelligences pour que vous puissiez poser des questions. Comme je vous ai dit le matin, ne sortez pas de ces cadres avec des photos que vous allez publier dans les réseaux sociaux. Il faut sortir ici avec quelque chose. Si parmi nous ici, quelqu'un communique avec 10 personnes, fois nombre de personnes qui sont dans la salle, je pense qu'il y aura un grand travail. Avant de prendre position, il faut avoir la vraie information. Il faut être mieux informé. Si vous n'avez pas une bonne information, ça sera une catastrophe. Aujourd'hui, il faut avoir l'esprit comparatif. Quand on vous parle de quelqu'un dans un monde sérieux, on cherche à connaître les bilans. Il faut toujours avoir les tableaux comparatifs devant vous. Ne réagissez pas sur base des sentiments, sur base des procurations. Quelqu'un qui vous parle en mal de son prochain, vous relayez les messages sans vérifier. Aujourd'hui, nous parlons, monsieur le gouverneur a parlé, effectivement, il y a des gens, des fois, qui balancent des histoires dans les réseaux sociaux. Oui, j'assume mes responsabilités.
Nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique. Nous avons sélectionné les candidats. Nous sommes engagés dans une compétition pour gagner les sièges de la ville de Kinshasa. Il y avait plusieurs conquérants et nous nous sommes battus. Et le jour où je l'ai présenté devant les membres du parti au siège, je lui avais dit, monsieur le gouverneur, tu n'es pas candidat au gouverneur, mais moi je te vois déjà gouverneur, puis je n'ai jamais échoué. Tu vas passer. Et c'était la première fois que dans la ville de Kinshasa, qu'un gouverneur puisse être élu avec autant de voix qu'il avait. Si les gens critiquent, vous parlent, voilà les régimes de l'UDPS, c'est bien beau. Ne fouillez pas les débats. Demandez aux accusateurs. Nous sommes d'accord de tout ce que vous nous présentez comme situation. Mais présentez-nous les tableaux comparatifs depuis les régimes 1+4 jusqu'à ces jours de chaque gouverneur qui a dirigé la ville de Kinshasa. Qu'on juge ces gouverneurs par rapport à leur réalisation. Tel a dirigé de telle année à telle année, tel a dirigé de telle année à telle année. On ne peut pas juger quelqu'un sans évaluer tout ce qu'il a fait comme travail. Je parle sous contrôle des éminents professeurs qui sont devant nous ici. Puisque pour juger quelqu'un, vous dites, il a mal travaillé. Il faut qu'il vous présente son bilan et vous jugez la personne par rapport à ça. Ne jugez pas les gens par rapport aux réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que la RDC est en train d'être pris au piège par les réseaux sociaux, tout en foulant au pied même les lois de la République. Il faut que quelqu'un publie quelque chose avec son téléphone Android, il relaie des faussetés et c'est tout le monde qui balance ça. Vous avez passé votre temps ici. Ce n'est pas pour contempler ces cadres. Depuis le matin, je vous ai dit ici, les partis au pouvoir ont sa façon de voir les choses. Quand vous avez le pouvoir, vous êtes détenteur du pouvoir. Vous ne pouvez pas poser les actes comme si vous étiez encore dans l'opposition. Personne parmi nous ici, s'il a même un billet de $100 dans la poche, il apprend que les Koulouna sont en train de se bagarrer dans un coin de l'avenue, peut accepter de passer par là. Il ne va pas le faire par peur qu'il va perdre son argent. Il va perdre son argent. C'est la même chose pour nous, les partis au pouvoir. Nous sommes là pour être en bon terme avec tout le monde. La politique d'exclusion ne paye pas. Ni encore moins la politique de frustration. Nous avons besoin de tout le monde. Et je me fais bien comprendre. Ne posons pas des actes qui peuvent faire en sorte que certaines personnes animées de bonne volonté puissent être repoussées. Or, au stade actuel, le président de la République a besoin de l'apport de tout un chacun. Je sais le pourquoi je vous parle de cette façon. Nous avons le devoir de rassurer tout le monde, de sécuriser tout le monde.
Que personne ne vienne vous raconter des choses, surtout vous, la jeunesse du parti. Que non, si ça ne marche pas, c'est à cause des terres. Non. Aujourd'hui même les discours, nous sommes infiltrés. 85 millions d'habitants. Nous sommes infiltrés par un pays qui a combien d'habitants? Et si tout le monde avait pris conscience? La jeunesse doit s'approprier nos services d'intelligence, l'armée, la police, la DGM, c'est pour sécuriser notre pays. On ne sécurise jamais une nation avec des publications dans les comptes Facebook, Twitter, WhatsApp, non. Ça, c'est un rêve. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous les intervenants. Merci aux organisateurs. Merci aux cadres du parti. Aujourd'hui, la Ligue des jeunes de l'IDPS a montré de quoi il est capable. Rendez-vous le dimanche 13 avril en Guiringui. Mobilisons-nous. Ça, c'était l'atelier. C'était un petit groupe des gens que vous-même vous avez sélectionnés sur base de vos critères que vous avez mis en place. Mais les dimanches, soyons nombreux, puisque là, nous aurons aussi la tribune de faire la restitution sur certains dossiers, puisqu'il y a des gens qui profitent. Je ne dis pas de votre ignorance par manque de l'information. Si vous êtes informé, je pense que tout peut marcher très bien. Je déclare clos l'atelier de réflexion de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Merci. Le président ad intérim du parti, l'honorable député, l'honorable sénateur, Mwanabou Tidji Chef. La lumière de l'UDPS. La lumière lumineuse qui illumine l'UDPS. AK-47. l'IDPS viva. Je voudrais commencer par remercier le secrétaire général du parti, le président dit intérim, Augustin Kabouya, ensuite le président de la Ligue des jeunes, Amissi Mafutano, pour cette activité. C'est parmi les activités que personnellement j'ai toujours souhaité et encouragé. Et tout à l'heure j'ai échangé avec lui pour l'encourager à poursuivre et même organiser des séminaires idéologiques. C'est très important parce que le parti a également pour mission de former ses cadres. Et cette formation ne peut avoir lieu que dans les cadres comme celui-ci, qui nous facilite les échanges
des enrichissements. C'était hier à, je crois, à 23h ou minuit passé, j'ai été instruit de pouvoir réfléchir sur le rôle de la CPI face à l'agression rwandaise en RDC par le secrétaire général du parti et président AI, Augustin Kabouya. Et tout de suite, j'ai déféré à l'instruction, malgré qu'il faisait très tard. Et aujourd'hui, je crois que je vais devoir m'acquitter de la mission, sinon de l'engagement que j'avais pris. Le rôle de la CPI face à l'agression rwandaise, je vais brièvement, parce que je ne ferai pas une séance académique ici, brièvement communiquer sur les sujets. Deuxièmement, partager avec vous une petite expérience et terminer par une petite conclusion en termes de mobilisation. Avant de parler du rôle de la CPI, la Cour pénale internationale, face à l'agression rwandaise en RDC, il est bon, j'estime, de faire une petite présentation de la Cour pénale internationale. Parce qu'on en parle, CPI, mais il faudrait qu'en sortant d'ici, qu'on ait au moins une idée. Ne serait-ce que de façon brève et expressive. Alors, de la création s'il vous plaît, tolérance. Autant il y en a qui nous insultent, supportez aussi ceux qui peuvent nous jeter des fleurs. Ne pas déranger, merci. La Cour pénale internationale, il faut retenir qu'elle a été créée par les statuts de Rome, qui a été adopté le 17 juillet 1998 à Rome et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 États. Elle est la première juridiction pénale internationale permanente, indépendante, chargée de juger les personnes responsables des crimes les plus graves. En ce qui concerne ses missions, la CPI a pour mission principale de lutter contre l'impunité en poursuivant et jugeant les individus accusés de crimes particulièrement graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Ses objectifs sont rendre justice aux victimes, dissuader les futurs crimes, promouvoir la paix et la sécurité et renforcer l'état des droits au niveau international. Par rapport à son fonctionnement brièvement également, la CPI est composée de plusieurs organes. D'abord la présidence, qui est chargée de l'administration générale de la Cour. Après la présidence, nous avons les chambres. Elles comprennent la chambre préliminaire, la chambre de première instance et la chambre d'appel. Je n'entrerai pas dans les détails. Si vous voulez, dans les débats, on pourrait expliquer. Le bureau du procureur également, qui est indépendant et il mène les enquêtes et les poursuites. Enfin, nous avons les greffes qui s'occupent de l'administration des services aux victimes et aux témoins et du soutien logistique. Le siège de la CPI est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Par rapport à ses compétences, la CPI est compétente pour juger 4 types de crimes. Les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Compétence activée depuis 2018 avec des conditions spécifiques. On pourrait définir pour ceux qui en auront besoin même dans les débats. Elle intervient uniquement lorsque les juridictions nationales ne sont pas à mesure ou ne veulent pas juger les responsables de ces crimes. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité. En ce qui concerne les États membres, à ce jour, 123 États sont partis au statut de Rome. Cela signifie
qu'ils ont ratifié les traités et reconnaissent la compétence de la CPI. Parmi les grands absents de la signature du statut de Rome, nous avons les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Israël et notre agresseur, le Rwanda, n'a jamais ratifié les statuts de Rome. Après cette brève présentation, je voulais faire un bref aperçu du contexte qui nous concerne de l'agression rwandaise en RDC. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo fait face à des violences armées récurrentes, particulièrement dans sa partie orientale. Ces violences sont souvent attribuées à des groupes armés soutenus de manière directe ou indirecte par des puissances étrangères. Parmi ces puissances, le Rwanda est régulièrement accusé d'ingérence militaire, notamment par le soutien au groupe armé M23. Face à cette situation, la question du rôle de la Cour pénale internationale dans la lutte contre l'impunité se pose avec acuité. L'Est de la RDC, notamment les provinces du Nord, Kivu, Sud Kivu et d'Ituri, est en proie à une insécurité chronique. Depuis 2021, une résurgence du M23 a ravivé les tensions. Plusieurs rapports des Nations Unies, notamment ceux du groupe d'experts sur la RDC, ont pointé du doigt l'appui du Rwanda à ce mouvement, notamment en termes de logistique, d'armement et de renseignement. Le gouvernement congolais qualifie cet appui comme une agression au sens du droit international. Il a officiellement saisi la communauté internationale, y compris la CPI, pour examiner les faits sous l'angle des crimes internationaux. Mais quelles sont les limites de l'action de la CPI face à cette agression? La CPI, comme rappelé, créée par les statuts de Rome en 1998, est compétente pour juger les crimes les plus graves. Je l'ai dit ici, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression depuis 2018 sous certaines conditions. La RDC, notre pays, est État partie au statut de Rome depuis 2002. Ce qui permet à la CPI d'exercer sa compétence sur les crimes commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Le Rwanda, cependant, n'est pas parti au statut de Rome, ce qui complique l'action directe contre les ressortissants rwandais, sauf en cas de renvoi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Bien que la CPI ait déjà engagé des poursuites dans le cadre de conflits en RDC, exemple avec Thomas Lubanga, Katanga et Tanganda, aucune procédure n'a été ouverte à ce jour contre des responsables rwandais présumés impliqués dans des crimes commis en RDC. Pourquoi? La preuve du crime d'agression est juridiquement complexe à établir. Il nécessite de démontrer une planification ou une exécution d'une attaque par un État contre un autre. La CPI ne peut juger les crimes d'agression que si les deux États concernés sont partis au statut de Rome. Le Rwanda n'étant pas membre, la voie classique est bloquée. Quelle est l'ouverture? Seule une saisine par le Conseil de sécurité de l'ONU permettrait de contourner cette limite. Nous savons que des considérations géopolitiques entravent souvent cette voie. Veto de certains membres permanents. Le 21 février 2025, grâce à la diplomatie agissante du président de la République, nous avons eu la chance que la communauté internationale, au travers le Conseil de sécurité, qui est l'organe qui a en charge la question de la paix et de la sécurité internationale, a condamné de façon unanime la situation d'insécurité qui sévit à l'est de notre pays et en exigeant à toutes ces forces
d'agression de pouvoir se retirer par sa résolution 2773. Quelles sont alors les attentes de la RDC envers la CPI et quelles sont les pistes d'action? Malgré les limites, la RDC espère plusieurs choses de la CPI. L'ouverture d'enquêtes sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par le M23 et leur soutien. L'identification des chaînes de commandement, y compris au niveau régional, pour mettre en lumière les responsabilités indirectes. La reconnaissance internationale du statut des victimes d'agression par un État tiers, ce qui renforce la légitimité de la RDC dans ses démarches diplomatiques. Pour renforcer le rôle de la CPI face à l'agression rwandaise, plusieurs actions sont envisageables. La mobilisation diplomatique auprès du Conseil de sécurité pour obtenir une saisine officielle de la CPI. Je l'ai dit ici, la résolution 2773 que nous avons obtenue au mois de février 2025 nous a aidé à condamner l'agression, nous a aidé à condamner tout ce qui se passe à l'Est en exigeant au M23 ainsi qu'au Rwanda de retirer leurs troupes du territoire. Mais jusque-là, ça ne permet pas à la CPI d'intervenir pour interpeller tous les responsables rwandais qui sont à la base des graves crimes qui sont commis sur notre territoire. Pour ce faire, grâce toujours à notre diplomatie agissante à travers le président de la République, il y a lieu de mobiliser encore une fois le Conseil de sécurité pour la saisine formelle de la CPI. Il est vrai qu'on ne peut pas poursuivre un État qui n'a pas ratifié le statut de Rome, ni ses ressortissants, dans le cadre du Rwanda. Mais si c'est le Conseil de sécurité qui saisissait la CPI, elle va permettre à la CPI de poursuivre les Rwandais, de poursuivre tous les responsables rwandais à la base de graves crimes en RDC, même sur leur territoire. Parce que la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité permet d'étendre la compétence de la CPI, même à l'égard des États qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. C'est ce qu'il nous reste à faire. Tant que le Conseil de sécurité ne nous aidera pas à saisir la CPI officiellement pour lui déférer, n'est-ce pas, ces cas de violation de graves crimes par des responsables rwandais, rien ne sera fait à leur égard par la CPI. Donc, la résolution 2773 est une grande étape, mais il nous reste encore une autre, c'est d'obtenir du Conseil de sécurité la saisine formelle de la CPI, ce qui lui permettra d'étendre ses actions, ses enquêtes, ses poursuites, même à l'égard des États qui ne l'ont pas signé, même à l'égard des responsables rwandais, quand bien même le Rwanda n'a pas ratifié le statut de Rome. Nous avons également la documentation rigoureuse des violations par des ONG et des institutions nationales congolaises, la coopération régionale pour la mise en œuvre des mandats d'arrêt et l'extradition des suspects, le plaidoyer international pour la réforme du système de justice internationale afin de garantir que les agressions par des États non membres ne restent pas impunies. En termes de conclusion pour ce premier point, le rôle de la CPI face à l'agression rwandaise en RDC reste encore limité par des contraintes juridiques et politiques. Toutefois, son action potentielle demeure essentielle pour lutter contre l'impunité et envoyer un message fort sur le respect de la souveraineté nationale. La RDC, en tant qu'État membre, doit continuer à user des outils diplomatiques, juridiques et institutionnels pour faire valoir ses droits et protéger sa population contre les crimes les plus graves. Voilà ce qu'il faut retenir sur les rôles de la CPI face à l'agression rwandaise. Je vais terminer en partageant avec vous une petite expérience. Le secrétaire général me l'avait demandé.
Tout à l'heure, l'oratrice qui m'a précédé a parlé de la mobilisation de la jeunesse, que ce soit dans l'armée ou dans les services de renseignement. C'est très important. Malheureusement, je vais partager ce point. On est en train d'enregistrer. C'est des choses, normalement, qui devaient se passer de bouche à oreille entre nous, Congolais. Alors, la guerre que nous vivons aujourd'hui... On arrête l'enregistrement. Juste ce point. Ouais. Je vais partager avec vous une information sensible. Stoppé. Ici aussi. Ici. Ainsi, nous allons appeler les troisième panélistes. Je l'avais bien dit, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous avons un doyen, le doyen des doyens. Il va nous transmettre sa matière grise et fine, avec une attention soutenue. Nous demandons au Kouloutou Alain Atundu pour prendre de la parole. Est-ce que nous pouvons la permettre fort? Ligue des jeunes de l'UDPS, viva! J'aimerais d'abord commencer par féliciter le secrétaire général et le président de la Ligue des jeunes d'avoir initié cette soirée, cette journée, qui est en réalité l'expression d'une œuvre essentielle, c'est de préparer la jeunesse à prendre ses responsabilités. Je voudrais ensuite saluer ceux qui m'ont précédé. Ne fonctionne pas. Ligue des jeunes vivants. Mais il y a quand même de l'intérêt sur ce que nous écoutons tout de suite là. Et la discipline doit être au devant de nous tous. Ça ne sert à rien qu'on dérange, or que nous sommes en train d'attendre la matière qui viendra de Kouloutou à Tundu. Et si vous dérangez, je crois que vous serez écarté de la logique que nous avons. Je nous demande, s'il vous plaît, de garder silence. Les modérateurs, vous devez avoir le micro pour essayer de contrôler l'auditoire. La police. Chers amis, membres de la Ligue des jeunes de l'UDPS, immense est ma joie de me trouver devant vous et avec vous pour parler d'un sujet fondamental dans la vie de l'État. L'initiative du thème et de l'invitation viennent de la jeunesse de l'UDPS, dénote du sens élevé de responsabilité d'une jeunesse de l'UDPS, consciente de sa place et de son rôle dans la vie de la République démocratique du Congo, donnant ainsi raison à l'adage selon lequel la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Mais elle ne l'est que dans la mesure où elle se prépare à prendre efficacement le relais le moment venu. En effet, pour paraphraser l'écrivain français Chateaubriand, nourrir une ambition sans connaissance, sans talent et surtout sans moyens, c'est conduire le pays à la débâcle, voire à l'abîme. Mes chers amis de la Ligue des jeunes, le sujet qui m'a été demandé d'exposer a pour terme le rôle de la sécurité intérieure et extérieure dans la prévention des guerres, cas de la République démocratique du Congo. La sécurité, tant intérieure qu'extérieure, est un devoir fondamental pour assurer l'existence de l'État, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières, le potentiel démographique et la protection des institutions. Toute communauté humaine
quelle que soit sa dimension, doit se protéger de l'influence négative ou des ambitions inconsidérées de son environnement, non seulement géographique et stratégique, mais aussi politico-social. De toute évidence, un État continent comme la République démocratique du Congo se doit de prendre des précautions vis-à-vis des États gloutons, comme le Rwanda, ou des acteurs économiques sans scrupules. D'où la nécessité absolue d'avoir des services appropriés et performants pour assurer la sérénité nécessaire à son existence et à son développement. Ce que l'on appelle communément les services de sécurité. Mais en réalité, il s'agit des services de renseignement dont le rôle premier est de mener des recherches et des investigations sur tout sujet qui intéresse la vie de l'État, des institutions et des citoyens. Cette première phase conduit, en fonction des données récoltées, à la nécessité de prendre une série de mesures pour prévenir ou empêcher la survenance des faits fâcheux ou, positivement, de favoriser l'avènement des jours heureux. À la sécurité extérieure incombe la tâche d'exercer une veille globale sur l'environnement stratégique et géographique immédiat, c'est-à-dire le voisinage. Concrètement, cela revient à avoir un œil sur la politique et les activités de ces pays dans le but de prendre les mesures de prévention et d'obstruction qui s'imposent. C'est ce qui justifie la présence dans nos ambassades des attachés militaires, des représentants commerciaux et des services de renseignement. Je me permets d'en parler librement et ouvertement parce qu'il s'agit d'une pratique courante et universellement tolérée par une sorte de gentleman agreement. Ainsi, notre service de sécurité extérieure devrait avoir décelé les intentions réelles du Rwanda en installant sur son territoire des usines de traitement et de transformation des produits qui n'existent nullement en quantité rentable pour justifier de tels investissements, ou encore l'achat des armes au-delà de ses besoins de défense. D'où la question logique. D'où viendraient les produits complémentaires pour le cas des usines, ou pourquoi ce surarmement du Rwanda? Ces observations devraient amener le service de sécurité extérieure à attirer l'attention des autorités compétentes sur le risque de l'éventualité des intentions belliqueuses du Rwanda de créer une zone d'insécurité dans les sites miniers en vue d'une exploitation illicite des minerais congolais, avec le Rwanda comme blanchisserie pour brouiller les pistes de traçabilité. Ce qui aurait amené l'État congolais à alerter de façon précoce les milieux internationaux d'affaires avec des menaces de sanctions appropriées. Le service de sécurité extérieure devrait exercer un même type de vigilance à la suite de l'achat par le Rwanda d'une immense étendue de terre au Congo-Brazza qui pourrait servir à cacher les activités subversives contre la République ou d'augmenter les moyens de pression sur les autorités congolaises grâce à leur influence sur le comportement du marché quinois, seul grand client à la ronde. D'ailleurs, cette observation m'avait poussé et même inspiré un article de presse intitulé « Une bombe biologique rwandaise à la porte de Kinshasa ». Le service de sécurité extérieure devrait aussi surveiller particulièrement la présence de troupes rwandaises en RCA pour évaluer et prévenir un mouvement d'enfermement, c'est-à-dire d'encerclement, compte tenu des ambitions néocoloniales du président Kagame. En quoi consiste une ambition néocoloniale?
c'est de conquérir les terres, d'exploiter les richesses et de transplanter les populations. Chers amis, membres de la Ligue des jeunes, au service de sécurité intérieure, incombe la tâche de surveiller par zonage les mouvements des personnes et des populations, de même que la nature de leur activité. Dans cet ordre d'idées, intervient la surveillance des Mororo, des djihadistes à l'Est, des groupes armés, des espions, des mouvements sociaux, politiques, des ONG ou de certaines personnes cibles. Le fonctionnement et l'efficacité de ces services essentiels pour la RDC suppose une infrastructure appropriée, un équipement performant, un personnel pluridimensionnel, pluridisciplinaire qualifié, aux qualités indéniables, aux qualités morales indéniables, un monitoring des communications politiques et sociales, mais surtout des moyens financiers importants et autonomes pour permettre à la RDC de se présenter sans complexe au rendez-vous du donner et du recevoir des services de renseignement, et ce, à la hauteur des enjeux, des défis, mais aussi des ambitions de notre but. Le service de sécurité intérieure a l'obligation d'entretenir une coopération avec la DGR. La dernière aventure d'un sénateur présenté comme envoyé spécial du président Trump a été rendue possible par le laxisme et l'ignorance par les services compétents du statut réel et surtout des intentions de cet intrus. La couverture de la République, des activités des communautés étrangères, des ONG ou des communautés religieuses doit être totale, sans oublier les missions diplomatiques ni les milieux estudiantins. À cet effet, le service de sécurité intérieure doit avoir une grande mobilité et une grande possibilité d'écoute et d'observation. C'est la seule façon de prévenir les coups d'État et la naissance de mouvements insurrectionnels. En conclusion, la connaissance parfaite de l'idéologie du FPR, qui est le parti au pouvoir au Rwanda, de ses méthodes d'action, la philosophie du régime rwandais et les ambitions du président Kagame s'imposent pour prévenir et éviter des crises, des conflits et des guerres avec le Rwanda. D'une façon générale, les agents du service de sécurité doivent être intelligents et rigoureusement formés pour garantir la compétence et l'efficacité. Ils doivent être loyaux et d'une abnégation absolue dans la protection de l'État. L'honneur, l'abnégation et l'efficacité constituent un idéal que tout agent doit servir sans alternative. Le slogan « La patrie ou la mort » est pour les agents une exigence professionnelle. Voilà pourquoi les citoyens leur doivent considération et respect malgré les vicissitudes. Bref, pour vous dire en quelques mots, le renseignement est préventif et proactif. Le renseignement, c'est-à-dire les investigations, cherchent à dévancer les événements, tandis que la sécurité est défensive et réactive, c'est-à-dire mettre en place, en fonction des données récoltées, des mesures qui peuvent empêcher ceci d'arriver. Je voudrais enfin clôturer en donnant une petite précision d'ordre professionnel, parce que Madame Patience a raison d'ailleurs de dire que la sécurité est une affaire de nous tous, mais nous tous, nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Les philosophes disent, là où il y a une multiplicité, il y a une hiérarchisation. Donc, je vais vous donner une hiérarchie dans nos responsabilités. Il y a d'abord les agents de l'État, les agents du service renseignement. Leur chef s'appelle
allez, les officiers de renseignement. Après, il y a les sources, c'est-à-dire des personnes en contact permanent avec les services de renseignement, connus des services de renseignement et auprès de qui on s'informe. Enfin, ça c'est la tâche de nous tous, être informateur. Chaque fois que l'on voit quelque chose qui ne va pas, ou que l'on voit quelque chose que l'on pourrait améliorer, parce que le service ne sert pas à dénoncer, mais aussi à construire, eh bien, il faut s'adresser au service pour dire ceci ne convient pas, ceci devrait être amélioré. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. UDPS viva! Ok, nous passons maintenant à un autre panéliste. Et lorsqu'il a fait son entrée ici, nous avons compris qu'il est le chouchou de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Nous l'appelons M. Le Paquebo. Mais ce double salaire, l'argentier de la République, l'homme qui gère selon la vision du président de la République, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous invitons à prendre la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Parti au pouvoir, viva! Viva! UDPS, viva! 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 National. Alors, pour ceux qui sont de la Chopo, on ajoute toujours Dawezawe Toka. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être ici. J'espère que c'est la première expérience et que le président de la Ligue des jeunes, l'honorable député national et illégitime du peuple, Ami Simakuta Mandolf, pourra pour la prochaine édition associer, comme il a toujours fait, toutes les parties prenantes pour que nous ayons une très grande et large participation de tous les enfants du parti, mais également des autres invités qui doivent venir participer à ces assises. Parce que l'image qui est projetée à l'extérieur est que l'UDPS n'a pas de cadre. L'UDPS est un parti qui n'a pas de cadre, un parti qui n'a pas d'élite, un parti qui n'a pas de gens qui sont capables de formuler les politiques publiques. Alors nous exprimons les vœux que la prochaine édition soit dans un cadre plus large, dans un endroit plus ouvert. Comme ça, nous pouvons inviter les autres membres des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, pour qu'on explique aux uns et aux autres d'abord l'idéologie de notre parti. Nous sommes un parti social-démocrate dont l'idéologie est basée sur des valeurs telles que l'égalité, la liberté, la solidarité et l'humanisme, comme le disait le fin docteur Etienne Tshisekedi Ouamolumba. Pourquoi nous sommes un parti social-démocrate? Parce que nous croyons qu'il y a des inégalités sociales et que face à ces inégalités, l'État reste le seul rempart qui peut intervenir pour garantir l'égalité entre les plus faibles et les plus forts, les enfants, les mineurs et la protection des vulnérables comme les femmes et les mineurs. C'est pour cette raison que nous sommes un parti de gauche. Pour ceux qui ont perdu de vie, notre premier projet de société avait un nom. Il y a nos aînés qui sont ici, je vois Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, honorable député national, qui me regarde. Notre premier projet de société avait un nom. Non,
Les peuples d'abord, c'est les derniers. Avant les peuples d'abord, nous avions un projet de société. Est-ce que vous vous rappelez encore du nom de ces projets de société? Voilà. Lorsque le père fondateur s'est décidé de quitter le maréchal Mobutu, ils ont eu un nouveau projet de société qu'ils ont intitulé la Nouvelle Société. C'est ça notre premier projet notre programme. Ça s'appelait la Nouvelle Société. Pourquoi la Nouvelle Société? Parce que la société qu'ils avaient décriée, c'était une société d'injustice, de corruption, de tribalisme, d'inégalité sociale, de prédation à outrance. C'est comme ça que ce projet de société s'appelait la Nouvelle Société. Ce n'est qu'après en 2010 que nous avons eu les peuples d'abord. Il faut lire les deux projets de société pour comprendre la vision et la philosophie de notre parti et bien expliquer aux uns et aux autres l'action de son Excellence Monsieur le Président de la République. Quand le Président de la République arrive, l'une de ses premières actions qu'il pose, il libère d'abord les prisonniers politiques. Savez-vous pourquoi? Nous sommes un parti qui se bat contre les inégalités et l'injustice. La deuxième chose majeure que le Président de la République fait, il rend l'accès à l'enseignement primaire gratuit. Savez-vous pourquoi? Nous sommes un pays, nous sommes un parti qui prône la solidarité, l'égalité entre les citoyens. Que les enfants des plus forts et des plus faibles aient les mêmes chances d'aller gratuitement et être scolarisés dans les mêmes institutions publiques. Savez-vous pourquoi nous avons la gratuité de la maternité aujourd'hui? Parce que notre parti de gauche, milite contre les inégalités. Comment pouvez-vous expliquer que les femmes arrivent dans un hôpital et qu'on refuse de les prendre en charge alors qu'ils ont 9 mois de grossesse parce qu'ils n'ont pas payé des CPN de consorts? Un homme de gauche convaincu, élevé dans un parti de gauche, l'IDPS, son Excellence Monsieur le Président de la République, a posé éminemment des actes qui prouvent son appartenance à la famille de la gauche. C'est pour cette raison que je réaffirme ici que l'IDPS est un parti social-démocrate. Vous ne pouvez que voir ce que nous sommes en train de faire. Quelle différence y a-t-il entre la social-démocratie, les libéralismes? Il y a les profs qui sont derrière nous. Nous croyons que le capitalisme n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est mauvais, c'est la quête absolue du profit effréné sans considération de l'égalité entre les citoyens. Et nous mettons une dose pour atténuer l'impact négatif que pourrait créer les libéralismes à outrance. Alors, l'on me faisait un message pour aller vite à l'objectif. J'ai pensé que c'est très important pour qu'on parle de la stabilité du cadre macroéconomique. Vous n'allez jamais comprendre notre action si vous ne comprenez pas l'essence de la lutte que vous avez menée en termes d'idéologie politique. Pour rentrer sur la stabilité du cadre macroéconomique. Lorsque nous sommes arrivés, les nouveaux gouvernements de son Excellence, Madame Judith Toulouka Soumouina, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages vibrants à cet instant. Nous avons trouvé les taux d'échange ou les taux d'inflation 2023 en décembre à 23%. En juin, les taux d'inflation étaient autour de 22%, en glissement annuel. Notre monnaie s'était dépréciée au cours du premier semestre de l'année 2024 à 4,2%. Et il fallait mener une coordination des politiques budgétaires et politiques monétaires, ce que l'on appelle les politiques conjoncturelles, afin de stabiliser notre monnaie. Nous l'avons fait de la plus belle manière. Pendant que nous nous tenons ici devant vous, nous avons constaté une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. L'inflation a chuté de 23% en décembre 2023 à aujourd'hui
10% en glissement annuel. Nous avons coupé par le niveau de l'inflation. Lorsque vous regardez les taux de dépréciation de notre monnaie, au premier semestre de l'exercice 2024, notre monnaie s'était dépréciée à plus de 4,8%. Au second semestre, la monnaie ne s'est dépréciée que de 0,8%. Lorsque vous prenez de janvier à mars 2025, la monnaie s'est dépréciée que de 0,1%. Alors que lorsque vous prenez de janvier à mars 2024, notre monnaie s'était dépréciée de plus de 4,2%. Et pour ceux qui sont en train de circuler notre ville, vous allez constater que nos jeunes gens qui s'amusaient à écrire 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui, depuis qu'ils ont écrit 28 et demi depuis l'année passée, ils n'arrivent plus à écrire 29 et 30. Ce n'est pas parce qu'ils se sont entendus. Parce que derrière, il y a un travail qui est en train d'être fait dans le cadre de la coordination des politiques budgétaires et des politiques monétaires. Ceux qui font ce travail font partie de votre parti politique et vous devriez être fiers. Et moi, né dans ce parti, je connais que parmi mes camarades qui sont ici, nous avons des génies et des talents qui peuvent être utilisés pour faire le même travail. C'est une fierté pour nous parce que le président de la République n'est pas allé chercher ailleurs. Il a cherché au sein de notre famille politique. Et nous pensons que ce que nous faisons, ce n'est pas pour les chefs de l'État, mais c'est pour nos populations. Pourquoi il faut stabiliser les cadres macroéconomiques? Je vous rappelle qu'en avril 2021, avec 20 000 francs, on pouvait avoir 10 $. Avec 200 000 francs, on pouvait avoir 100 $. Ça voudrait dire pour un fonctionnaire qui avait un salaire de 200 000 francs, il pouvait avoir un loyer de 100 $. Il pouvait payer facilement son loyer de 100 $. Mais les mêmes fonctionnaires, en 2024, en juin, lorsque notre gouvernement arrive, avec 200 000 francs, il ne peut plus payer son loyer de 100 $. Parce que la monnaie a perdu environ 39% de sa valeur entre avril 2021 et juin 2024. C'est pour cette raison qu'il faut stabiliser la monnaie et maîtriser l'inflation pour préserver le pouvoir d'achat de nos populations. Parce que lorsqu'il y a une inflation galopante, c'est nos populations qui payent un impôt. Une boîte de sardines qu'on pouvait acheter en avril 2021 à, par exemple, 2000 francs, qui représentait 1 $, avec 2000 francs, vous ne pouvez plus acheter la même boîte de sardines. Les choses vont évoluer à cause de l'inflation. Et ceux qui payent les plus lourds tribus, c'est nos populations qui n'ont pas accès au crédit et aux revenus. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons augmenté les niveaux d'investissement public pour entretenir un cycle de croissance endogène dans notre pays. Tout ce qui se fait sur la ville de Kinshasa, alors, je dis bien tout, caniveau, tirage, route, c'est votre gouvernement central qui finance ça. Je dis bien tout, toutes les routes que vous voyez, les routes autour du marché central, Wangata, Kalimereme, Kabinda qui va commencer, donc tout alors tout. Ceux qui sont en train de constater, je prends au niveau de la province du Kasaï oriental, la voirie qui a été réalisée, toujours votre gouvernement central. Vous prenez la province de la Tchopo, environ 80 km seront construits. Vous prenez Ituri, vous prenez Isiro, vous prenez Kasaï central. La première phase de financement a été bouclée et les avances de démarrage ont été payées. La deuxième phase va concerner l'espace Bandundu et l'espace Grand Équateur pour montrer combien les gouvernements investissent. Jamais dans l'histoire de ces pays, les gouvernements n'ont investi comme nous l'avons fait en 2024. Nous avons dépensé au titre d'investissement public plus d'1 milliard de $, 200 millions, pour booster la croissance économique. Parce que lorsque nous investissons dans la voirie, dans les routes, c'est nos populations qui ont de l'emploi. C'est les ciments qu'on fabrique ou on produit au Congo central que nous allons acheter. Donc c'est une demande supplémentaire du ciment. Les barres de fer qui sont utilisées, on les prend ici à l'unité, Fameco. Donc nous entretenons un cycle de croissance économique endogène
qui va soutenir notre pays. Entre-temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement, nous avons consolidé la couverture maladie universelle, nous avons, pour la première fois de l'histoire de notre pays, et c'est l'IDPS qui a réalisé, doublé les salaires des militaires et policiers. Aujourd'hui, pour un policier qui avait 300 000 francs, chaque mois, il aura 600 000. C'est lui, un militaire qui avait 1 million de francs, il aura 2 millions de francs. Celui qui avait 2,5 millions, il en aura 5 millions. C'est la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et tout ceci a été réalisé pendant la guerre. Tout ceci a été réalisé pendant la guerre. Pendant une période où, en principe, nous devions être en difficulté. On devrait connaître une grande inflation, une dépréciation de notre monnaie, parce que la pression sur la trésorerie elle est intense. Et la première phase de notre travail étant réalisée, maintenant il y a la deuxième phase qui va commencer. En quoi consiste cette deuxième phase? Ce que nous avons fait était la mise en œuvre d'une politique conjoncturelle de juin jusqu'à ce jour. Mais dans cette partie de la mise en œuvre de la politique conjoncturelle, nous l'avons divisée en deux. Vous avez la période qui est partie de juin jusqu'en octobre. Pendant cette période, nous avons mis en œuvre ce qu'on appelle la politique budgétaire restrictive. Ça voudrait dire quoi? Nous avons essayé d'améliorer la qualité de la dépense en coupant certaines dépenses non utiles à l'État. C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui grincent les dents, ça et là, pour dire... Les gens qui grincent les dents, ça et là, pour dire votre ministre a des mains, coupe les dépenses. Oui, c'est pour l'intérêt du peuple. Mieux vaut punir 20, 100 personnes que punir 100 millions de Congolais. Parce que lorsqu'il y a l'inflation, la petite bourgeoisie qui vit à la Gombe est épargnée de la situation de l'inflation. C'est nos populations qui vivent dans les milliers périurbains qui sont les plus affectés. C'est comme ça que nous avons adopté cette politique. Pour terminer, la deuxième phase de notre stratégie se concentre sur l'action structurelle que nous allons mettre en œuvre. Avec cette échéance fiscale qui arrive, toutes les actions que nous avons mises en œuvre vont nous permettre au mois d'avril d'obtenir des recettes d'environ 1 milliard de dollars. Avec les recettes que nous allons obtenir, nous sommes en programme avec nos partenaires du Fonds monétaire international et nous avons mis en œuvre une matrice de réforme qui a été validée par la Banque mondiale. Les mois prochains, nous allons obtenir 600 millions de dollars. Donc lorsque nous prenons 1 milliard plus 600, nous serons autour d'1 milliard 800 ou 2 milliards de dollars de trésorerie disponibles pour ces 2 mois. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces fonds? Là, nous allons mettre en œuvre ce qu'on appelle les politiques structurelles. Financer l'agriculture, financer les routes de dessert agricole, financer les manifestations rurales. Voilà les éléments que j'avais exprimés aujourd'hui et exprime les vœux que la prochaine fois, nous ayons beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'espace pour expliquer ce que nous faisons au nom du gouvernement. Merci beaucoup.